Bon, alors j'ai dit que c'était pas besoin de présenter Henri, voilà, qui est justement l'un de ceux qui ont ranimé la flamme des idées libérales en France à une époque où elles avaient bien du mal, où tout le monde était plus ou moins, quand ils n'étaient pas marxistes, ils étaient keynésiens. Ça va vous changer. C'est toujours pareil. Marxo-keynésien. Voilà, et puis quelques temps plus tard, il va même y avoir les socialistes au pouvoir. Voilà, donc c'est vers la fin des années 70, début des années 80 que certains intellectuels français, avec un peu plus de lucidité que les autres, se sont dit il doit y avoir d'autres solutions, il faut les expliquer, il faut les présenter, il faut les faire connaître. Et c'est le travail qu'a admirablement fait Henri avec ses différents ouvrages qui, je ne sais pas si vous les connaissez, alors on connaissait demain le capitalisme, demain le libéralisme, il y a des ouvrages sur la propriété, pourquoi la propriété, il y a des ouvrages sur l'industrie, il y a des ouvrages sur l'électricité, il y a des ouvrages, voilà. Il a été quand même très... Voilà, et puis la deuxième chose qui caractérise Henri, peut-être, c'est qu'il est toujours un peu curieux, il a ce côté, j'allais dire, à la fois chercheur, mais un peu presque journaliste d'investigation. Il aime bien aller fouiller des sujets qui lui semblent compliqués. Et donc il aurait pu vous parler de sa gloire des années, de ses ouvrages traduits en je ne sais pas combien, 15 langues, ou j'en sais rien. Mais il a préféré aujourd'hui parler de ce qui le préoccupe et ce sur quoi ce qu'il fouille depuis maintenant, j'en témoigne quelques années, et qui concerne en fait le monde moderne de la monnaie, de la finance, qui selon lui est assez mal compris, mal expliqué, et c'est dommage parce qu'évidemment la monnaie et la finance sont des choses importantes. Donc je ne veux pas dire à l'avance, parce que je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais je voulais resituer un petit peu le contexte de cette conférence, voilà, ce qui a mené Henri à s'intéresser à ces questions d'un éventuel nouvel ordre monétaire. Je voudrais vous parler, évoquer ce que j'appelle les mystères de la création monétaire, parce que je suis énervé par tout ce que je lis dans la presse, et notamment tout le discours sur l'inflation. Le retour de l'inflation inéluctable, etc. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, avec deux objectifs. Le premier, c'est de dénoncer un certain nombre de malentendus, de mythes ou de confusions qui infestent toute la littérature que vous recevez. Et la deuxième chose, c'est, partant de là, de vous sensibiliser au fait qu'avec la mondialisation et l'innovation financière des 40 ou 50 dernières années, nous avons subrepticement, et j'insiste sur le terme subrepticement, changé de système, ou plus exactement de régime monétaire, ou de régime bancaro-monétaire. Autrement dit, moi j'arrive, après avoir travaillé sur le sujet pendant une dizaine d'années, à la conclusion que la monnaie ne fonctionne plus comme nous le décrivent les livres. Comme continuent de le croire la plupart des économistes, et nous l'enseignent les manuels. Et alors, je résumerai la nature de cette mutation, et j'essaierai de vous expliquer un petit peu en détail plus tard. Nous croyons que nous vivons toujours dans un système d'étalons-dollars, c'est la mantra traditionnelle. En réalité, nous sommes passés sans le savoir dans un étalon dollar offshore. Et je m'expliquerai sur la notion de dollar offshore. Et c'est important de le savoir parce que la conclusion est que la plupart de ce que font les banques centrales actuellement est contre-productif. Ça aboutit exactement à des résultats inverses de ce à quoi ça bloque tout. Alors je commencerai d'abord par ces malentendus. Le principal malentendu sur lequel je voudrais attirer votre attention rapidement, c'est celui des QE, des quantitative easing, des opérations de rachat d'actifs par la Banque centrale. Alors, tout le monde est convaincu, je ne sais pas si vous avez été frappé, mais quelque chose qui m'a frappé, c'est l'utilisation de la terminologie de tsunami monétaire.
Ça revient dans la littérature, notamment, vous prenez la chronique Agora, qui écrit des choses très bien par ailleurs, mais ils reviennent toujours sur cette idée qu'il y a eu une fantastique inondation monétaire depuis la crise de 2008. Et vous retrouvez même cette idée dans un discours de Powell, je crois que ça doit être en juin, je sais que c'est un mois de juin, je crois que c'est 2021 ou 2022, je ne sais plus exactement, où il dit c'était le déluge. On a créé la monnaie à gogo, et s'il y a eu la crise inflationniste de 21, 22, 23, c'est à cause de tout ce qui s'est passé précédemment, de cette inondation monétaire. Et en réalité, je conteste. C'est pas vrai. J'y crois pas. Si on veut expliquer l'inflation, en croyant qu'on est revenu à l'inflation, il faut trouver où est la monnaie. Car il ne peut y avoir d'inflation que s'il y a inflation monétaire. Donc s'il y a création monétaire. Et donc dites-moi où est la monnaie. Alors là, je veux bien, si vous allez me démontrer, je veux bien l'accepter. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les QE ne créent pas de la monnaie, contrairement à ce qu'on affirme intuitivement tout le temps. Ou tout au moins, n'en créent qu'une fraction de ce que l'on imagine. Alors je vous rappelle quel est le modèle habituel de pensée. C'est que, si vous voulez, les banques centrales créent des réserves à partir de rien. C'est eux, ils ont le pouvoir de créer la monnaie à partir de rien. Qui servent à payer les rachats d'actifs. On a donc un gonflement de la monnaie de base sur lequel se greffe le multiplicateur bancaire traditionnel, et le résultat est une création de monnaie de banque X fois, et très largement X fois, supérieure au montant initial de l'opération de rachat. Ça, c'est le truc implicite qui est derrière tout ça. Ben, la réalité, elle est tout à fait différente. Et pour comprendre cette réalité, il faut visualiser comment se passent en réalité les opérations de rachat d'actifs. Vous avez l'image que, il y a quelqu'un qui a des obligations, qui a des bons du trésor, et qui veut faire racheter par la Banque centrale, et qui présente ses actifs à la Banque centrale, et la Banque centrale va le payer. Donc, effectivement, pour ça, elle va créer de la monnaie, elle va créer les réserves. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a un intermédiaire. Vous ne pouvez présenter vos actifs au rachat que si vous passez par l'intermédiaire d'une banque. Et même, je dirais, de plusieurs banques. Il y a la banque commerciale qui ira plus haut, etc., jusqu'au primary dealers, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, la banque centrale va payer l'intermédiaire. Comment est-ce qu'elle le paye? Elle le paye en créditant son compte de réserve à la Banque centrale. Alors là, vous avez une création de monnaie, ce qu'on appelle de monnaie de base, comme si c'était une création monétaire. Mais ces réserves, est-ce que c'est de la monnaie? Pas vraiment de la monnaie. C'est une monnaie très spéciale. C'est une monnaie qui est créée pour faciliter les transactions entre les banques entre elles. Et ça ne peut pas sortir du site. Autrement dit, vous ne pouvez utiliser de la monnaie qui est déposée dans la banque centrale et l'injecter directement dans le circuit commercial ordinaire. Elle ne peut pas sortir du système bancaire normal. Donc en fait, c'est de la monnaie qui est congelée dans le système de banque centrale. Seules les banques ayant accès à la banque centrale, et ce n'est pas toutes, il y en a simplement un certain nombre, peuvent utiliser ces réserves pour payer les autres membres du système. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un token. Vous, tous maintenant, vous êtes familiers des crypto-monnaies, c'est un token. Et il n'y a pas de fuite directe vers le système commercial. Comment ça se passe? Alors ce qui se passe, c'est que il faut quand même bien que le vendeur soit payé. Eh bien, c'est la banque qui va lui faire un crédit, qui va lui faire un dépôt. C'est la banque qui va créer de la monnaie. La monnaie qui va circuler suite à la transaction, c'est une monnaie qui est créée par la banque intermédiaire. Il y a une rupture. Alors on vous dira, ça c'est pas grave, en réalité c'est comme un agent de change qui transforme une devise en une autre devise. Non, c'est pas vrai du tout. Parce que il y a une conséquence tout à fait importante. La conséquence importante, c'est que la création de monnaie par les banques n'est plus commandée comme elle était autrefois, directement en rapport avec l'action de la Banque centrale, parce qu'avant vous aviez un système
où effectivement tout était commandé par l'existence des réserves obligatoires, et ce système-là contraignait, obligeait les banques commerciales, elles ne pouvaient pas créer plus de monnaie que le système le leur autorisait. Mais là, c'est fini tout ça. Il n'y a plus, dans la gestion, la manière dont la banque va décider de ses objectifs d'activité, non pas de créer de la monnaie, elle ne sait pas qu'elle crée de la monnaie, elle s'en fout, c'est pas son problème. La création monétaire, c'est le résultat d'un très grand ensemble de transactions croisées dans tous les sens. Hein, c'est le solde final. Mais elle va faire ça à partir d'une équation complexe, hein, son équation personnelle qui est en fait son équation bilancielle. Elle est contrainte, elle peut pas, c'est pas parce que c'est une banque privée qu'elle va créer. Alors là encore, on vous dit, les banques créent de la monnaie à partir de rien. Non, elles ne créent pas de la monnaie à partir de rien. Il faut aussi qu'elle prévoie le refinancement de l'argent qu'elle va avancer aux clients. Et puis surtout, les crédits, cette création de dépôt en payant, c'est intégré à son bilan. Or, autrement dit, elle doit utiliser des ressources bilancielles. Or, l'utilisation des bilans, c'est coûteux. C'est très cher et c'est de plus en plus coûteux avec l'histoire des régulations modernes, les ratios bancaires, etc. Donc en réalité, il y a une limite, et cette limite, parmi les facteurs les contraintes bilancielles, il y a tout ça. La vraie contrainte, c'est la contrainte de croissance des bilans. Hein, ils ne peuvent pas accorder plus de crédit qu'ils n'ont la possibilité d'accroître leur bilan. Donc si la contrainte que la Banque centrale leur impose implicitement de devoir créer, de monétiser les réserves que la Banque centrale a créées, si c'est supérieur à la contrainte bilancielle propre à la banque, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle ne peut pas refuser. Elle est prise dans un système, c'est un agent, elle doit le payer. Ce qu'elle va faire, elle va couper, elle va réduire d'autres activités. Elle va effectivement payer le vendeur d'actifs, et puis, il faut savoir que les opérations de QE, la plupart des rachats, c'est quand même les banques, les institutions financières, ce sont les principaux clients. Alors, quand vous faites un rachat entre opérateurs financiers ou bancaires, il n'y a pas de création monétaire, ce sont des swaps d'actifs. C'est un actif long qui est remplacé par un actif court. Donc, il n'y a véritablement création monétaire que lorsque, en définitive, ce sont des kidam comme vous et moi, des households, des ménages qui effectivement achètent, sont acheteurs ou possèdent des placements financiers. Ce qui veut dire qu'en réalité, la création, vous pouvez avoir effectivement un phénomène de création monétaire, mais qui est fortement réduit par rapport à ce qui est imaginé que si la Banque centrale crée 100 de réserves bancaires, eh bien, le système bancaire va produire 100 de nouvelles monnaies, 100 de nouveaux crédits, etc. Or, vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas. Alors, d'autant plus que je vous dis que les principaux vendeurs, ce sont les institutions financières. Et alors, vous pouvez expliquer notamment par ça le mécanisme qu'en réalité, ceux qui payent les victimes, ce sont les petites entreprises dont les quotas de crédit sont réduits au profit de ceux qui ont le plus de moyens, qui s'achètent des actifs, etc. Donc il y a un phénomène également de redistribution. Donc, je dis pas là, l'idée qu'il y a un pour un, c'est totalement faux. Il n'y a même pas un pour un, certainement pas. Et là, d'autant plus que, et là je vais introduire un deuxième facteur, d'autant plus qu'on est passé maintenant dans un régime monétaire de type déflationnaire. C'est le passage à ce que j'appelle le global system money, ou mieux on devrait normalement dire des euro-dollars. C'est le système des euro-dollars. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer en ajoutant au produit, ce que je viens de vous dire à l'instant, que ce raisonnement sur les QE, les quantitative easing, s'applique exactement également à l'idée de la monétisation des déficits publics. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une explosion des déficits publics. Cette explosion va créer nécessairement de l'inflation.
elle peut effectivement créer certains effets inflationnistes, mais en réalité, ces effets inflationnistes n'ont rien à voir avec ce que l'on imagine implicitement dès que l'on parle de ce problème. Parce que là aussi, c'est la même chose. Lorsque, alors, les quantitative easing, pas les quantitative, les hélicoptères monnaie, les opérations de Trump et de Biden, lorsque le Trésor envoie un chèque au ménage, il envoie un chèque au ménage. Mais qui est-ce qui va payer ce chèque? C'est pas le Trésor, parce que le Trésor, il n'a pas de monnaie commune, de monnaie commerciale. Il n'a que des réserves. Donc le Trésor va créer effectivement, pour payer la banque qui sert d'intermédiaire, mais là encore, c'est la banque en réalité qui va payer par une opération de crédit les dépenses, le déficit, l'accroissement du déficit. Alors il faudrait compliquer le schéma, etc. Mais là encore, vous vous retrouvez devant la contrainte bilancielle. Devant les contraintes bilancielles, les banques ne peuvent créer plus de monnaie, en réalité, que l'évolution de leur bilan le permet. Alors, il faut reconnaître une chose, c'est que l'évolution des bilans depuis une quinzaine d'années, depuis la crise bancaire depuis 2008, ne sont pas brillants du tout. Il faudrait, pour creuser la question, c'est parmi les plus, en termes d'accroissement, c'est parmi les plus médiocres de l'industrie. Donc vous avez là aussi une vérité. Vous n'avez pas le phénomène de tsunami. Comment dire, parler de ce phénomène de tsunami, ça n'a pas de sens. D'autant plus que l'histoire du multiplicateur bancaire, pour qu'il y ait un multiplicateur bancaire sur les réserves, d'abord il faudrait que le réserve soit inclus dans l'équation d'opération de calcul des banques. Les banques, les réserves n'y figurent pas du tout. Il n'y a plus aucun lien à ce niveau-là. Alors, ceci dit, je j'irai plus loin. Non seulement il n'y a pas de tsunami, mais je dis que nous vivons dans un environnement déflationnaire. Et cet environnement déflationnaire, nous le devons au passage progressif, subreptice, au système des euro-dollars, au système du global money. Et là, le mieux pour faire comprendre, c'est de vous raconter l'histoire. L'histoire des euro-dollars. Alors là, je veux dire que je suis heureux d'avoir Philippe Darvisnet ici, parce que je me rappelle quand on s'est connus, c'était ce qui était au moment des nouveaux économistes. Hein, non, avant, avec notre ami Lepas. Oui. Donc ça remonte à 71 ou 73. Mais c'est l'époque où le grand thème qui est de l'époque, c'était le système monétaire est foutu, Bretton Woods est foutu à cause des capitaux flottants. Alors tout le monde se posait la question, les capitaux flottants, qu'est-ce que ça veut dire, d'où est-ce que ça vient? Alors il faut se rappeler d'où ça vient. C'est le thème des euro-dollars. Enfin, un euro-dollar, c'est un dépôt en dollars effectué dans une banque dans une banque anglaise, si vous voulez, mais en dollars. C'est-à-dire que dans une banque en dehors des US. Un compte qui comment? Hors US. Hors US, tout simplement, hors US. Dans le globe, je dis, c'était dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. C'est ça, fondamentalement, c'est le cloud. Henri, pour ceux qui n'ont pas... Il faut rappeler aussi 75 peut-être, parce que ça... Mais non, tu vas... Non, je vais revenir. Alors, les premiers euro-dollars. Les premiers euro-dollars sont des Russes qui avaient des comptes aux États-Unis, qui dataient de la guerre, les pré-bails, etc., qui se sont quand même inquiétés avec l'histoire de la guerre froide, et qui ont décidé de virer leurs dollars à Londres. Donc, les banques anglaises les ont accueillis avec de grands bras. D'autant plus qu'à ce moment-là, les Américains ont passé les fameuses législations Q, la Regulation Q, qui imposait un plafond à la rémunération des dépôts. Et bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que là, il y avait des gens qui avaient des comptes énormes, les gros comptes. Ils se sont dit, on va faire comme les Russes, là, on va aller, enfin, j'exagère peut-être, mais on va déplacer l'argent qu'on a aux États-Unis, qu'on a à New York, on va le déplacer à Londres. Alors vous prenez un chèque, on va le déplacer à Londres. Alors, à ce moment-là,
la boule des capitaux flottants se met à grossir et à grossir, à grossir. Et on se rappelle les débats que ça a mené à cette époque-là. Moi, j'étais journaliste à ce titre-là. J'ai commis un livre sur la monnaie à cette époque-là. Et j'étais en charge, justement, du chapitre sur les capitaux flottants. Mais à ce moment-là, les gens aux États-Unis, vous avez eu un débat d'où vient cet argent, ou d'où vient cette monnaie, ces dollars qui circulent en dehors du système monétaire américain. Et là, la discussion, c'était, ça ne peut venir que d'une seule source, c'est le déficit commercial américain. C'est à ce moment-là le grand thème, le déficit commercial américain. Et à la fin des années 60, au milieu du débat, il y a un monsieur, qui s'appelle Milton Friedman, qu'on ne s'attendrait pas à voir là, qui dit, mais eh oh, vous rêvez, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est pas un problème Alors, rappelez-vous le langage, on exporte les capitaux, les mouvements de capitaux se développent. C'est comme si à chaque fois qu'il y a un chèque arabe qui a 100 millions de dollars à New York et qui déplace ce pactole, ces 100 millions de dollars dans une succursale américaine en Angleterre, devait transférer des billets ou transférer des barres d'or. Non, pas du tout. Ce sont simplement des mouvements purement comptables, des ajustements comptables. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et ça, on l'oublie toujours, parce qu'on... qu'est-ce qui se passe concrètement? Si le type a un compte de 100 millions de dollars à JP Morgan à New York, il dit, je veux que vous me transfériez ça à Londres. Et bien, JP Morgan New York envoie un téléx à JP Morgan Londres en lui disant, écoutez, vous ouvrez un compte de 100 millions de dollars pour ce monsieur. Et vous lui faites un crédit de 100 millions de dollars. Mais en même temps, vous allez faire une reconnaissance de dette à la JP Morgan de New York. C'est-à-dire que JP Morgan va avoir une créance d'1 million de dollars sur sa filiale à Londres. Et alors, Friedman dit, faites le calcul. Quand un monsieur, un économiste brillant, veut calculer la masse monétaire mondiale, qui veut calculer le nombre de dollars qui sont dans le monde, avant l'opération, il y avait 1 million de dollars à New York, c'est tout. Maintenant, il y a 1 million de dollars à New York et 1 million de dollars à Londres. 2 millions de dollars. Du jour au lendemain, le montant a doublé. Et puis, si vous répétez l'opération X fois, ça croît très vite. D'autant plus que le JP Morgan à Londres va contacter le chèque et puis lui dit, vous m'avez mis 100 millions de dollars, c'est bien, mais je vous rémunère, je vous paye plus cher que ce que vous me en donnerez à New York, mais je peux encore faire mieux. Après tout, moi j'ai des clients qui sont demandeurs de dollars. À Tokyo, ou à Hamas, enfin n'importe où. Eh bien écoutez, moi je vous propose de faire l'intermédiaire et on va utiliser ces dollars pour financer soit une opération industrielle ou simplement une opération parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté des dollars, qui a besoin de dollars et qui ne peut pas et qui n'en dispose pas. Donc il a besoin qu'on lui fasse une avance de trésorerie. Et moi, je prends en charge l'opération. Non seulement je m'interviens comme intermédiaire, c'est-à-dire comme un broker, qui est le métier classique des traders, des courtiers, mais je le prends en charge, c'est-à-dire que c'est moi qui va faire les opérations et les prendre sur mon propre bilan. Le chèque dit, d'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un mécanisme de multiplicateur, c'est-à-dire que les 100 millions de dollars déposés à Londres vont contribuer à créer 1 milliard, 900 millions en réalité, à peu près, 900 millions de dollars qui sont mis en circulation en Londres. Et là, c'est plus seulement 2, mais c'est une multiplication par 9. On ne va pas s'arrêter là. On explique la croissance. Toute cette croissance qui est facilitée, alors je reviendrai là-dessus, par l'apparition à ce moment-là d'un certain nombre d'innovations technologiques, comme la titrisation, qui va favoriser la titrisation et l'apparition de ce qu'on appelle les quasi-monnaies, c'est-à-dire les produits dérivés, tout ça, qui vont permettre à ce système de s'affiner et de travailler en masse, de plus en plus en masse. Et alors, pour vous faire comprendre le principe de cette
multiplication, il faut que je vais prendre un autre exemple emblématique, qui est simplifié évidemment. C'est l'exemple d'une exportation. Un exportateur japonais qui veut exporter, qui vend à un importateur suédois. Autrefois, c'était des opérations complexes, parce qu'il fallait faire des lettres de change. Les lettres de change impliquaient toute une série de relais bancaires. C'est-à-dire que l'importateur devait demander à sa banque de prévoir les dollars dont il aurait besoin, parce qu'au moment du paiement, et dire à l'autre s'arranger, vous voyez, c'est une opération complexe qui coûte cher. Alors là apparaît la grande innovation de l'époque, c'est les dealer banks. C'est-à-dire, les dealers, je ne sais pas comment le traduire, parce que ce sont des courtiers, mais le courtier, il fait un travail intermédiaire, c'est tout. Tandis que là, le dealer bank, elle veut vous dire, je vais faire l'opération moi-même, mais je prends tout en charge, et je finance tout ça par des opérations de crédit. C'est-à-dire qu'il fait le rôle de banquier en même temps. C'est ça, donc la dealer bank. Alors vous savez que traditionnellement, on m'avait appris qu'il y avait les banques d'investissement, et là, notre ami qui à l'époque travaillait à Paribas, les banques d'investissement d'un côté, et puis les banques commerciales de l'autre. Et on veut dire, doctrine du crédit lyonnais, surtout il faut une césure. Hein? Banque universelle. Eh ben oui, le problème c'est que ça disparaît, la distinction. À partir du moment où vous avez la dealer bank qui intervient, tout ça disparaît, et vous avez les banques universelles, c'est-à-dire un système monétaire qui va transformer, qui non seulement fait jouer l'intermédiaire, c'est-à-dire va chercher où il y a des ressources disponibles et où il y a des gens qui sont en recherche de ressources, mais qui va faciliter ce système-là en transformant la maturité des actifs et des opérations. C'est-à-dire, par exemple, et c'est là je vais prendre un exemple, je crois que c'est le mieux, l'exemple de l'exportateur. C'est l'exportateur japonais. C'est une opération qui se fait en dollars, parce qu'après tout, ça vaut mieux. Plutôt que d'avoir des opérations de change successives, il vaut mieux se faire payer. Je ne rentre pas, c'est l'histoire de ce qu'on appelle la currency, la reserve currency. C'est-à-dire, quand on vous parle de monnaie de réserve, en réalité, on a toujours l'image des banques centrales qui accumulent du cash, qui accumulent des avoirs dans les banques centrales. Aux États-Unis, par exemple, en réalité, la reserve currency, c'est la monnaie qui sert, c'est la monnaie, la dénomination monétaire qui sert de base de mesure des opérations faisant intervenir par-delà les frontières des gens dans des zones monétaires différentes. Ça permet de faire sauter les contraintes des zones monétaires. Et ça, c'est ça. Et c'est ça le commerce monétaire mondial aujourd'hui. On utilise... Alors, le dollar, c'est une monnaie de compte, purement et simplement. C'est un nom, c'est une manière de comptabiliser. Mais vous avez aussi des euro-yens, des euros, pardon. Vous avez des euros. Vous avez des euro-yens. Et les gens chinois espéraient avoir des euro-yuan. Ça, c'est une autre histoire. Donc, alors il y a le dealer bank qui est au courant de cette opération, qui dit écoutez, je vais prendre ça en charge, qu'est-ce que je vais faire? L'exportateur, il a une créance à 3 mois. Le dealer lui dit écoutez, c'est simple, moi je vous rachète votre créance et je vous crédite immédiatement un avaloir, vous avez un compte chez moi en dollars, je vous crédite une contre-valeur de, 10 millions de dollars, le montant de l'opération. Et vous pouvez l'utiliser. Alors, vous avez un compte, c'est comme avant, ce sont des jeux comptables, ce sont des opérations d'ajustement comptable. Vous avez déposé chez moi un certain nombre de créances. C'est du papier commercial, vous avez un certain nombre de repos en cours, vous avez un certain nombre d'opérations qui sont matérialisées par des actifs
qui sont relativement nouveaux, etc., des swaps, etc. Mais vous, écoutez, moi je vous propose d'augmenter votre somme de tant de dollars, et vous pouvez les utiliser pour faire d'autres opérations demain, immédiatement. Vous avez une transmission immédiate d'un pouvoir d'achat. Et il se tourne vers l'importateur, puis il lui dit, écoutez, c'est moi qui me chargerai de vous régler en dollars à l'échéance, etc. Alors le bilan de cette opération, il est simple, c'est qu'effectivement, vous avez une opération d'exportation beaucoup moins chère, parce qu'elle passe par des circuits qui n'ont pas toutes les charges bilancielles. Parce que si vous faites passer par d'un truc normal, ce sont des dépôts. Mais là, il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas besoin d'avoir. Il y a des dépôts, c'est l'accumulation d'un certain nombre d'actifs dans un compte d'actifs qui se traduit mathématiquement par une somme en dollars. Et donc, ça vous donne un crédit d'utilisation de cette somme par différents outils. Mais ce n'est pas un droit de tirage sur un compte bancaire traditionnel. Ce ne sont pas des comptes bancaires traditionnels. Ça n'a rien à voir. Et donc, vous avez cette opération-là. Il se retrouve... Alors, le bilan, c'est quoi? C'est que vous avez une opération non seulement qui facilite l'échange, qui est moins coûteuse, mais vous avez une opération qui se traduit par un crédit. Un crédit qui, c'est une création de pouvoir d'achat temporaire. C'est, autrement dit, une augmentation monétaire. Mais il faut aller plus loin, il faut compliquer. La banque, elle vous dit, je vous avance déjà le montant de ce que vous allez encaisser, que vous devriez encaisser dans 3 mois. Elle dit, oui, mais moi je prends des risques. D'abord, je prends un risque que l'opération finale ne se fasse pas. Alors moi, ce que je vais faire, je suis obligé de prendre une garantie. Là, nous sommes sur des comptes qui ne sont pas assurés. Il n'y a pas ce ne sont pas des comptes bancaires traditionnels, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas l'État qui se trouve derrière et tout. Comment est-ce que je peux m'assurer? Je vous demande un gage. Et je vous demande de faire un dépôt collatéral. Et là, le mot magique. Ça, c'est le mot extrêmement important, qu'il faut que vous compreniez que tout le système monétaire, tout le système des transactions mondiales repose aujourd'hui sur ce mot collatéral. Alors, collatéral, qu'est-ce que c'est? Vous allez me déposer, moi à la banque, vous allez déposer à mon nom, vous n'allez pas le déposer chez moi, là encore, c'est un ajustement de compte dans un établissement spécial qui comptabilise les opérations de repos, toutes les opérations qui se font. Et donc, vous allez me faire ce dépôt, alors, qui est effectivement déposé, mais chez un gardien, un autre établissement qui fait un rôle de gardien, en quelque sorte. Et je vous le rembourserai, je vous le reverserai, alors vous allez me donner un actif. Alors l'actif, par exemple, l'actif le plus commun, c'est le bon du Trésor américain, les US Treasuries. Mais ça peut être aussi des actifs privés. Quand le système fonctionne parfaitement, ça peut être des actions ou des obligations, plus exactement, de très grosses entreprises. C'est-à-dire des actifs qui sont en fait des promesses à payer, qui sont des formes d'obligations, qui sont des promesses à payer par quelqu'un, et à payer dans le futur, et que vous déplacez d'un titulaire à un autre titulaire. Et alors, je prends l'exemple du UST, le type dit oui, parce que dans ce système-là, vous pouvez faire de transactions que si, quand vous demandez un crédit, vous apportez simultanément un dépôt collatéral. Le crédit n'est plus le truc essentiel. Pour avoir un crédit, il faut avoir du collatéral, c'est-à-dire il faut avoir chez soi des titres ou des bons du Trésor, des obligations, des treasuries, etc., qui sont acceptés par la banque qui vous fait l'avance. Mais la banque, il y a des périodes où elle dit ça va, ce titre-là, ça va. Puis il y a d'autres périodes où, oui, mais là c'est plus douteux, dans la circonstance actuelle, c'est plus douteux. Vous me proposez des obligations je sais pas, on parlait d'IBM tout à l'heure, mais maintenant ça n'existe plus, mais admettons, on proposait des obligations d'IBM, oui, je les acceptais comme dépôt en garantie,
Mais en réalité, vous savez, aujourd'hui, c'est plus possible. Et du coup, alors vous êtes là, puis vous regardez ce que vous n'avez rien. Vous avez très peu de dollars, enfin très peu de créances. Ce n'est pas des dollars, ce sont des créances en dollars. Ça peut être du papier commercial en dollars, etc. Vous avez des créances en dollars, mais vous n'avez pas de créances en dollars. Ah, et vous ne pouvez pas avoir de crédit. Vous voyez le rôle essentiel du collatéral aujourd'hui. La vraie monnaie aujourd'hui, c'est le collatéral, c'est-à-dire le volume d'actifs publics ou privés qui sont acceptés par les prêteurs comme garantie acceptable. Mais une définition qui est évolutive. Et donc le collatéral, ça qui dans le système actuel devient de plus en plus, c'est-à-dire en réalité les USTs, les bons du trésor américain, qui deviennent la vraie monnaie de base. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Le collatéral va garantir sur la non-exécution du contrat. Mais moi, je prends des risques de change. Je prends des risques, il y a toute une série de risques que je prends. Donc il faut que j'assure. Moi, je suis une dealer banque. Je fais ça sur sur mes propres ressources. En réalité, c'est pas vrai. Ils n'utilisent pas leurs ressources. Ils vont aller chercher ces dollars, ils vont les emprunter aux fonds mutuels, ou rendre ce qu'on appelle les cash pools, c'est-à-dire les fonds mutuels internationaux, les fonds de retraite internationaux, les hedge funds et les mutual funds, qui ont des ressources à prêter, à placer. Et ils vont payer, mais là ils prennent un risque, encore une fois, s'ils empruntent par intermédiaire d'un repo, ils vont, alors d'abord il faudra que ils vont emprunter, mais ils prennent un risque, donc ils sont obligés d'assurer ces risques. Donc ces opérations qui peuvent paraître très simples donnent lieu à une cascade de mécanismes de couverture. Et pour chaque type de risque qui est pris, il y a un produit plus ou moins élaboré, à partir des produits structurés, de la titrisation, etc. Vous avez toute une industrie formidable qui s'est créée en créant des mécanismes de marché qui permettent pour des tas de produits particuliers, des tas de dérivés, etc., tous ces trucs-là, de leur assurer une liquidité quasi immédiate. Vous n'allez... je vous ai dit, vous avez du papier commercial, et la banque n'acceptera votre papier commercial comme dépôt que s'il y a l'assurance d'un marché administré. Alors, administré par qui? Par une banque, une dealer bank qui est spécialisée dans ce secteur, qui est spécialisée sur les trésoreries américaines, et pas seulement sur les trésoreries américaines en général, mais sur les majorités de certains types de maturité et pas d'autres, etc. Donc vous avez toute une industrie qui se greffe là-dessus, qui est l'industrie des dérivés. Et c'est ce qu'on appelle la financiarisation. Alors, ce que vous avez, c'est l'émergence, progressivement, qui va s'accélérer, c'est l'émergence d'un système bancaire, je dirais, pas supranational, vous avez la naissance d'un nouvel étage bancaire qui se superpose, qui chapeaute et intègre, en définitive, tous les marchés monétaires domestiques, nationaux habituels. Parce que normalement, parce que tout ça s'adresse de plus en plus à ces intermédiaires en réalité. Ce sont les intermédiaires qui ont besoin de financement pour éviter les ruptures de cash flow, etc. Et donc vous avez un marché monétaire international qui est né, un véritable marché monétaire international qui est né et qui a pris la place, qui progressivement a pris la place des marchés monétaires nationaux. Autrement dit, les banques, alors les petites banques de premier rang, etc., si elles ont des problèmes d'échéance à un mois, je prévois une rupture de mes cash flows, etc., dans un mois ou dans 3 mois ou 15 jours, ou demain ou après-demain, au lieu de m'adresser aux marchés monétaires qui sont administrés par les banques centrales, je préfère aller vers le marché monétaire international, c'est-à-dire le marché du repo, les marchés de repo, où là j'ai
des gens qui bénéficient de réseaux dans le monde entier, qui travaillent 24 heures sur 24, qui sont disponibles, où il n'y a pas la tutelle du bureaucrate qui va imposer des ratios, etc. Et le résultat assez paradoxal, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous assistez à un transfert dans l'industrie du crédit. Les crédits sont de moins en moins attribués par les banques commerciales et de plus en plus par des organismes financiers non bancaires, alors qui interviennent à ces différents niveaux, et qui en fait prennent la place des banques. Et les banques, elles se spécialisent dans d'autres activités. Donc vous avez, mais l'idée, c'est un certain Gary Gorton qui a exprimé ça en disant qu'on a l'émergence d'un système bancaire bis, qui est un système de wholesale, c'est-à-dire en fait qui est essentiellement sur des transferts de fonds, sur des besoins, disons, de gros en quelque sorte. Mais ça change complètement la physionomie du système. Alors maintenant, attendez, que je retrouve où j'en étais. Donc vous avez ainsi. Alors je reprends, je cherche. Ah oui. Alors, j'ai dit tout à l'heure que dans l'opération de l'exportateur, l'avance, ça crée une avance monétaire. Mais la généralisation du système signifie que vous avez maintenant, à niveau mondial, l'existence d'une création monétaire autonome, totalement déconnectée des systèmes monétaires nationaux, qui les englobent, et ce que j'appellerais, vous avez production de shadow money, de monnaie de l'ombre, c'est-à-dire le shadow banking. Le shadow banking, c'est pas seulement des non-banques qui font du métier de banque ou font des opérations douteuses pour permettre de circonvenir des choses, mais qui, en réalité, créent de la monnaie, et c'est la shadow bank. C'est la shadow money. La shadow money, mais alors combien est-ce que l'on peut estimer le montant, à combien tout ça qu'est-ce que le montant de cette création? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que, alors je dis, l'opération de base qui permet de faire toutes ces opérations, c'est l'opération du repo. Le repo, c'est ce que je vous ai décrit, on vous fait une avance et vous faites un dépôt de collatéral. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces repos, il y en a de plusieurs sortes. Alors, il y en a certains pour lesquels il y a un recensement. Ce sont ce qu'on appelle les repos tripartites, c'est-à-dire qu'il y a des banques centrales qui font quand même un recensement. Mais la plus grande partie des repos, c'est des repos bilatéraux de gré à gré, directement. Et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Ça se fait par coup de téléphone ou par téléx entre les traders des différentes dealer banks. Et alors, quelle est l'estimation? À quoi on arrive? On considère qu'il y a aujourd'hui plus de shadow money qu'il n'y a dans le monde de monnaie officielle en dollars. C'est-à-dire que c'est plus que l'économie américaine. Alors, vous avez ce alors, attends, il faut que je retrouve. Donc, le montant global, vous ne pouvez pas le calculer. Alors, vous avez. Alors, on en a des évaluations. Alors, je ne vais pas citer l'outil qui sert de base à ces opérations, c'est le repo. Mais ça peut être aussi les swaps, c'est-à-dire en échange de monnaie. J'ai une créance dans une telle monnaie, vous avez une créance dans une telle autre monnaie, mais moi j'ai besoin de la monnaie que vous avez dans votre portefeuille. Eh bien, on fait un échange, je vous donne une créance en yens contre une créance en dollars pour avoir des dollars dans le compte que j'ai accumulé dans une chaîne de transformation attitrée à un certain établissement bancaire. Alors, vous avez donc un marché mondial de la liquidité qui existe. On ne devrait plus parler de création, ce n'est pas de la création monétaire. Ce qui circule, ce sont des quasi-monnaies. C'est-à-dire, effectivement, des produits financiers
élaborés, etc., qui, du fait de l'existence de mécanismes de marché qui sont administrés, alors les marchés, ils sont, comme je l'ai déjà cité, ils sont administrés par les banques centrales. C'est les banques, par les dealer banks. Chaque dealer banks a une spécialité, il se spécialise dans tel type d'actifs, tel autre d'actifs, et ils sont là comme teneurs de marché. C'est-à-dire qu'ils font la pointe lorsqu'il y a des pics de demande ou des situations aberrantes, ils sont là pour faire l'apport, pour faire que le marché existe. Mais s'ils ne peuvent pas faire l'affaire, et si le marché n'existe pas, le marché n'existe plus, les transactions ne se font plus, et le marché s'effondre. Alors c'est ça qui se passe en fait actuellement. Depuis les crises que nous connaissons sont des crises où les dealer banks, qui sont cette pièce maîtresse du mécanisme, ne peuvent plus faire leur travail. Et notamment, ils ne peuvent plus faire ce travail qui est le travail d'entretien des marchés sur les différents produits, sur les différentes quasi-monnaies. Ils ne peuvent plus le faire. Alors, c'est pas à cause de quoi? À cause de l'évolution des réglementations, parce que tout d'un coup, l'appréhension du risque augmente considérablement. Par exemple, en 2008, le problème de base de 2008, c'est que jusque-là, les gens qui travaillaient sur l'euro-dollar croyaient implicitement qu'il y avait une garantie de la Fed. Si jamais il y avait un problème de faillite quelque part. Et la faillite de Lehman Brothers leur a démontré que cette garantie implicite n'existait pas. Et du jour au lendemain, vous avez des tas de marchés qui ont disparu. Il y a des tas de dealers qui ont dit je ne peux plus faire parce que c'est plus rentable. C'est pas. Alors c'est exactement la situation que même aujourd'hui on a. Actuellement, vous avez une. Alors, personne ne parle de crise monétaire, mais on frôle la crise monétaire. On n'en est pas loin. Il y a des dealers qui font la grève de leur métier. En septembre 2021, qu'est-ce qui s'est passé? La crise de septembre 2021, tout d'un coup, il y a des dealers qui n'ont plus fait leur métier. Parce qu'il y avait un échange, notamment l'introduction de liquidité, du ratio de liquidité sur les bilans, etc. Donc, alors, ce que vous avez là, paradoxalement, c'est un système de liquidité, un système monétaire, mais sans monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Toutes ces opérations sont des opérations qui se font par Telex. On demande, une banque entre en contact avec une autre banque, elle lui dit, écoutez, vous allez modifier ceci, moi de mon côté je modifie cela, et vous avez des mécanismes de compensation à l'intérieur de chaînes de transactions extrêmement complexes. Et alors, le problème qui se pose, voilà le système, de fait, aujourd'hui, comme il fonctionne. Et ce système, il fonctionne de telle façon qu'en réalité, les banques centrales sont totalement mises hors jeu. Et elles existent encore, elles font encore leur métier, elles croient qu'elles font leur métier. Alors on ne va pas pour le mou, les banques centrales sont beaucoup plus douées en matière d'action psychologique qu'en matière d'action économique réelle. Mais la réalité, il est au niveau de ce marché mondial, ce marché de ce que j'ai appelé le global money. Cherchant un terme, j'ai utilisé ce terme de global money pour décrire, et c'est la réalité monétaire du monde, ou même, c'est pas seulement la réalité monétaire, c'est la réalité des échanges internationaux. Aujourd'hui, c'est celle-là. Et ce qui fait la loi, alors qu'est-ce qui régule le fonctionnement du système, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir des crises, etc. C'est la dynamique de ce que moi j'appelle le marché du collatéral. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez vu, je vous ai cité, vous ne pouvez pas avoir un crédit sans collatéral. Alors les dealer banks sont là pour vous dire, je vous fais un crédit, mais il me faut un collatéral. Vous ne l'avez pas, mais je vais vous le prêter. Ou bien je vais vous mettre en relation avec une autre banque qui, elle, en a, un autre acteur qui en a, etc. Et ils sont, là encore, ils sont les maîtres du jeu. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est qu'il y a de plus en plus de dealer banks qui disent le commerce du collatéral, vous prêtez du collatéral avec les taux d'intérêt qui sont aussi bas, c'est pas intéressant. Bon, c'est pas intéressant. Moi, je le garde pour moi.
parce que les temps sont incertains, il risque d'y avoir des temps de plus en plus difficiles. L'avenir n'est pas à l'inflation, l'avenir n'est pas à l'inflation et à la croissance. Bah, je ne prête pas. Et les crises périodiques que vous voyez sont des crises de ce système, de cette mécanique des dealer banks, etc. Et alors on arrive. Alors la conséquence de tout ça, il faudra encore que je le développe, mais la conséquence de tout ça, c'est qu'en réalité nous avons là un système qui non seulement est instable, parce que le mécanisme du collatéral, pour des raisons que je pourrais vous expliquer, amplifie considérablement les effets de levier, et donc amplifie considérablement les fluctuations cycliques, et donc vous vous retrouvez avec des situations cycliques, et notamment avec des accidents. Alors, il dit tendent à disparaître, parce que comme on a expliqué tout à l'heure, il y a un problème, le système, les gens s'adaptent, ils savent qu'ils n'ont plus la sécurité, donc ils augmentent la perception du risque, donc leur rémunération du risque, ça va se payer par moins d'activité, mais il y aura moins d'accidents. Et c'est ce que l'on constate à l'heure actuelle. Les crises périodiques qu'on a vécues depuis 15 ans, elles ont plutôt tendance à s'atténuer. Mais parfois, c'est accentué parce que la Banque centrale intervient. La Banque centrale qui, elle, ne croit que la liquidité, ce sont les réserves que les banques détiennent chez elles, ce qui est faux. Elle croit en imprimant, en créant des liquidités, ça va tout résoudre. Mais les banques, leurs clients, ils n'en veulent pas des liquidités, des réserves. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est effectivement la quasi-monnaie qu'ils ont sur le marché du repo, c'est-à-dire sur le marché international. Et donc la conflagration entre les deux visions du système provoque des catastrophes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le système est plus instable? On évoquait hier soir. Là, on peut en parler indéfiniment. Sur quoi faudrait-il jouer? Alors, il y a des tas de propositions, mais toutes les propositions, en réalité, sont des propositions qui ne peuvent qu'aggraver le mécanisme de désajustement que j'évoquais. Voilà. Alors, la conclusion que moi j'en tire, je dis, je ne crois pas à l'inflation. Vous avez un système qui est fondamentalement déflationnaire. On peut le démontrer. Et donc, la hausse des taux d'intérêt, j'y crois pas. Et paradoxalement, une conclusion de tout ça, c'est que le problème des crises de la dette et dette publique, après tout, les dettes publiques, moi je peux ah oui, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème aussi grave que l'on croit, parce qu'on a besoin de collatéral. Quand les banques privées cessent de faire du collatéral, heureusement qu'il y a le trésor qui est là et qui augmente la dette publique. Paradoxalement, alors notamment la dette américaine, la gigantesque explosion de la dette américaine s'explique par les besoins du système international. Et même la dette française, si la France c'était pas si mal, c'est parce que la France a su créer des circuits financiers mondiaux pour justement écouler les émissions d'obligations françaises qui fonctionnent remarquablement bien. Et donc, alors je dis pas que quand même, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Je dis pas que c'est bien. Je dis simplement qu'il y a des souplesses beaucoup plus grandes qu'on ne le croit ou que ne le disent sous les gens qui s'affolent. Et vous prenez prendre l'exemple, en l'an 2000, le Trésor américain, et tout d'un coup, il n'y avait plus de déficit. Les gens commençaient à s'affoler. Parce que s'il n'y avait plus de déficit, il n'y avait plus de collatéral. Plus de collatéral, il n'y avait plus de crédit. C'était l'implosion. Et alors, c'est une façon de voir les choses qui est totalement différente de ce que vous voyez habituellement et qui mériterait d'être mieux prise en compte. Voilà, c'est tout. Et je vous incite simplement à réfléchir à ce schéma, à ce narratif. Je ne sais pas combien de temps j'ai duré là. Très bien, Henri. Mais écoute, comme souvent, quand on t'écoute, et surtout sur ce sujet, il y a plus de questions que de... Bien sûr. Moi, juste la dernière, l'idée
l'idée de dette publique qui sert de collatéral, c'est vrai que ça donne le vertige, parce qu'on se dit, bon, Oui. finalement, cette dette publique, c'est du n'importe quoi, et si c'est ce n'importe quoi qui est nécessaire pour faire des liquidités, là, on se dit... parce qu'à la limite, tu serais un collatéral comme l'or, tu vois, comme là, on comprendrait, on serait dans une certaine logique... bon, moi je veux bien te prêter, mais il faut que tu me laisses quelque chose, quoi, une sécurité. Mais là, Mais non, on mais prend la dette française... le système est tel que en fait, les marchés continuent à faire confiance. Ouais, mais alors voilà, est-ce que c'est terrible? Ah, mais ça je ne dis pas le jour où la confiance... voilà. D'accord, mais... Plus la dette est grande, plus la confiance se maintient. Simplement pour répondre à ça, oui et non. Tout le monde vous dit la fin du dollar est de pour demain. En réalité, le dollar il rebondit toujours. Il rebondit toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a le dollar offshore qui est là et qui sauve le dollar officiel américain. La force du dollar américain, c'est pas le dollar américain, c'est le soutien que lui accorde le système international.